Un nouveau mois, de nouveaux défis et de nouveaux challenges. Bonjour à toutes et à tous et merci de toujours préférer votre émission dominicale Week Echo. L'édition de ce dimanche s'intéresse au classement Doing Business 2020. De la 153e place dans le rapport 2019, le Bénin passe au 149e rang sur 190 économies africaines. Un bond de 4 points qui serait la résultante des avancées observées dans certains domaines suite aux diverses réformes mises en œuvre par le gouvernement. Avec les confrères, nous allons décortiquer le sujet et voir si le Bénin est sur la bonne lancée pour gagner encore plus de points les années prochaines. Ce sera donc dans un instant dans le décryptage. Au menu du dossier de la semaine, la fièvre, elle, est encore intense, celle de la Toussaint et plus précisément des activités économiques qui entourent cette célébration. Une journée particulière pour les professionnels œuvrant dans le secteur des pompes funèbres et les fleuristes, bien entendu, qui réalisent en cette occasion un chiffre d'affaires particulièrement important. La Toussaint, une économie à ne pas négliger, ce sera avec notre socio-anthropologue, le docteur Aimé Chefa. C'est parti pour cette nouvelle aventure de Week Echo et comme d'habitude, on commence par le mini-journal à la présentation Nadège Omolade Sani. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche 2 novembre 2019. Les enfants ont besoin de l'appui financier de leurs parents pour les études et bien d'autres besoins. Pour satisfaire ces besoins sans grande difficulté, l'épargne des parents pour leurs enfants est peut-être la solution. Pourtant, cette habitude s'observe rarement en Afrique. Notre rédaction s'est intéressée à l'utilité de l'épargne des parents pour leurs enfants. C'est un reportage de Fifame Atadiji et Edwige Agusso. Épargne pour ces enfants, c'est très très important. Enfants, les gens disent quand nous venons, épargner pour son enfant, c'est résoudre les éventuelles difficultés auxquelles il pourrait faire face dans l'avenir. Plusieurs géniteurs attendent d'avoir de l'argent en abondance avant d'épargner. Le temps n'est pas encore bon. Sinon, même si c'est 25 francs, je vais économiser pour mes enfants. Erreur. Point n'est besoin d'être financièrement aisé avant d'épargner. Tout est question de volonté et d'organisation. En langue fond, ils appellent ça souvent Dukbo. Et normalement, ce n'est pas ce qu'on devait voir. Les besoins se font de plus en plus fréquents. Et dès que vous dépensez, vous vous mettez à dépenser. Ce n'est pas évident qu'il y ait un reste à épargner. Il faut mettre de côté avant même de dépenser. Et c'est toute l'importance de l'épargne. Anticiper sur les besoins à court et à long terme de l'enfant. Quand vous allez dans un centre de santé que vous n'avez pas de l'argent, personne ne se préoccupe de vous. Vous devez forcément avoir de l'argent pour pouvoir assurer les soins de santé de vos enfants. Quand vous épargnez pour eux, vous pouvez rapidement prendre dans cette épargne-là pour pouvoir assurer leurs soins. Il y a la scolarité. Chaque 1 an, si les parents pouvaient épargner pour leurs enfants afin de se préparer, ce serait quand même bien. Le marché de l'emploi étant de plus en plus saturé, épargner pour un enfant peut donc lui permettre d'avoir un capital pour entreprendre une activité dès qu'il sera majeur, ce qui le mettrait à l'abri du chômage. Il faut créer des emplois et ce n'est pas les domaines qui manquent ni le savoir pour le faire. Du coup, ce qui manque, c'est les moyens. Et si les parents déjà essaient de faire ça, ce n'est pas l'absence des sponsors qui va te décourager. Si mon papa avait déjà fait des trucs comme ça, moi j'allais déjà dépasser ce niveau. Que ce soit pour ses études ou pour ses besoins après sa majorité, lui offrir un capital pour mieux s'insérer dans la vie active serait le plus beau cadeau qu'un parent puisse offrir à son enfant. Pour y parvenir, épargner peut se révéler la meilleure solution.
Au Bénin, tout projet de construction nécessite une autorisation. Le permis de construire est un acte administratif qui autorise tout demandeur à ériger sur sa parcelle un bâtiment. Cette démarche est destinée à vérifier si le projet est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme. En quoi ce document est-il utile? Que faire pour l'avoir? Amitié Sabidi et Lazare Migan nous édifient à travers leur reportage. Toute personne qui souhaite entamer un projet de construction doit solliciter un permis de construire auprès de l'administration. Mais comme la plupart des démarches administratives, la procédure de demande et d'acceptation passe par plusieurs étapes, souvent méconnues. Au ministère chargé de la construction, il y a la commission qui étudie les dossiers à caractère national. Et de la même façon, au niveau départemental, chacun a son champ d'application comme au niveau communal. Mais la voie ne devrait pas poser de problème si on remplit les conditions. Les conditions ne sont souvent pas compliquées. Les conditions, c'est d'abord avoir un bon dossier technique. Ça suppose que ça passe chez un ingénieur qui garantit la stabilité du bâtiment, chez un architecte qui garantit déjà les normes en matière de construction et tout, et le voisinage. Vous voulez construire une maison, vous n'allez quand même pas ouvrir une fenêtre ou bien une porte dans la maison de votre voisin. Donc pour ça, la loi a prévu ce qu'on appelle couramment l'accord de mitoyenneté. Tout présumé propriétaire qui ne satisfait pas à ses obligations pourrait s'exposer à des sanctions. Il faut dire que déjà, conformément à l'article 5, toute construction, même sans fondation, doit faire recours au permis de construire. Donc alors, ne pas avoir le permis de construire, l'article 51 dit que c'est une infraction. C'est clair? Et le minimum de pénalité que vous payez, quand on vient sur votre chantier, on voit que vous n'avez pas le permis, déjà, on arrête les travaux et vous payez une amende de 100 000 francs pour commencer. Si la mairie revient et constate que vous avez poursuivi les travaux, on arrête encore les travaux et l'amende passe au double, qui est élevé à 1 500 francs le mètre carré pour les constructions à usage d'habitation. Si certaines villes du Bénin font l'effort d'octroyer des permis de construire, certaines constructions dans la capitale économique ne font pas souvent l'objet d'une étude géotechnique. Dans une ville comme Cotonou, il faut dire que l'urbanisation a été ratée. Elle a été ratée en ce sens qu'une ville est organisée et hiérarchisée. Les normes urbanistiques nous imposent la catégorisation des villes, c'est-à-dire les zones d'habitation, les zones industrielles, les zones commerciales et autres. Selon les caractéristiques de la zone, les types d'habitation requis. Si la zone est marécageuse ou la zone est humide, des constructions à rez-de-chaussée à côté d'un immeuble à +3, à +2. C'est comme tout norme. Le permis de construire, c'est bon parce que la mairie aussi envoie pour superviser le travail. Parce qu'il y a des gens qui font de n'importe quoi et après ça effondre. Bon, il y a beaucoup de cassures dans les villes. Bon, on voit que c'est ancien. Parce qu'il n'y a pas de suivi avant. C'est pourquoi ces gens de trucs sont comme ça. Donc maintenant, on peut prendre des mesures pour bien surveiller ces gens de travaux. Ce sera bon. Le permis de construire, encore appelé autorisation de construire, est un outil qui vient répondre à un besoin de sécurité optimale de la gestion foncière et domaniale. L'accident vasculaire cérébral constitue la deuxième cause de décès chez l'adulte et la première cause de handicap acquis. Le 29 octobre de chaque année, cette pathologie est mise en avant à travers une journée mondiale. L'objectif principal est de sensibiliser le maximum de personnes à cette grande cause de santé publique. C'est une pathologie qui touche une personne toutes les 5 secondes dans le monde. René Kofi, Iliad Bukovo. Elle survient de façon brusque chez ses victimes. L'accident vasculaire cérébral AVC est une maladie neurologique. Elle atteint
le système nerveux central, dont le cerveau. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les AVC sont à l'origine de 17 millions de décès annuels dans le monde. Le risque de dépasser le cap de 20 millions en 2020 est très élevé. Plusieurs facteurs favorisent la survenue de cette pathologie. Tous les facteurs qui augmentent la viscosité du sang, l'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie, donc tous les problèmes liés au cholestérol, l'excès de cholestérol dans le sang, les problèmes de tabac, donc le tabagisme. Il existe aussi ce qu'on appelle des facteurs précipitants. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont dû observer une situation d'AVC à un de leurs proches au moment d'un accès de colère, au moment d'une contrariété ou même au découp d'une affection comme le paludisme, une infection et tout ça. Comme toutes les autres maladies, l'AVC présente des signes annonciateurs susceptibles d'alerter ses victimes. Le cas échéant, il faut immédiatement consulter un spécialiste. Vous êtes là en train d'échanger avec de vos amis et puis bon, il a des comportements que vous ne vous expliquez pas. Pour rattacher ça à la possibilité d'un AVC, 4 choses simples. Demandez-lui de sourire. S'il sourit et que la bouche est déviée d'un côté, vous pourriez même vous arrêter à ce niveau ou d'aller au 4. Alors il sourit très bien, mais vous lui demandez par exemple de prononcer une phrase simple, il s'embrouille. Pas normal. Vous pourriez continuer, ok, soulevez vos 2 mains, agitez, on va voir. Et il tente et puis ça tombe lourdement d'un côté. Ça suffit, là. Parce que le temps, c'est du cerveau, je me répète à envie. Vous le conduisez immédiatement à l'hôpital. Depuis longtemps, l'AVC est considéré comme la maladie des personnes âgées. Mais aujourd'hui, il n'est pas rare de constater des jeunes et même des enfants faire un AVC. Les causes de ce changement sont multiples. Il existe des enfants qui peuvent avoir une malformation artério-veineuse, une malformation congénitale au niveau des artères et du cerveau. Et là, il y a une rupture de ces artères et là, ça va donner une hémorragie cérébrale. Ou ça va être des enfants, par exemple, un enfant qui a une drépanocytose, par exemple, peut faire un AVC. Aussi, on voit des jeunes qui n'ont pas une activité physique régulière. On voit donc le surpoids, la malnutrition. Adopter des habitudes saines et une alimentation équilibrée serait bénéfique pour la santé et nous épargnerait de cette pathologie. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Wikeko continue avec Ulvaeus Balogun. Merci à vous Nadège. D'une rubrique à une autre, on passe à présent à la revue de presse économique. Amis de la toile, bonjour et bienvenue à la revue économique de cette semaine. Éducation pour démarrer. Le quotidien du service public informe du recrutement d'enseignants au profit de la maternelle. Le journal titre « Près de 11 000 enseignants à recruter ». On retient du journal que selon le rapport du comité mis en place à cet effet, le Conseil affirme qu'il se dégage un déficit de 9 095 enseignants au primaire et de 1 068 animateurs à la maternelle. Prenant en compte l'effectif de ceux-ci, d'ici 2022, seront appelés à faire valoir leur droit à une pension de retraite ainsi que les besoins induits par l'augmentation potentielle du nombre d'apprenants. Le déficit d'enseignants s'établira à 18 140. Ainsi, pour le compte de l'année 2019-2020, le Conseil révèle que les besoins spécifiques de la prise en charge optimale de cet écart se chiffrent à 10 686 enseignants. La presse du jour renchérit et titre « Déficit d'enseignants dans les établissements maternels et primaires. Le gouvernement autorise le recrutement de plus de 10 000 enseignants. » Le journal précise que le recrutement se fera
par l'intermédiaire de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Car ils vont provenir de la base de données des aspirants au métier d'enseignant, constituée des candidats ayant subi avec succès l'évaluation des compétences des titulaires d'un diplôme de l'école normale, des instituteurs et de ceux issus de l'évaluation des postulants titulaires des diplômes académiques. Le Bénin vient d'être salué pour sa bonne gestion de la dette publique. L'événement précis titre « Gestion de la dette publique souveraine ». La Banque mondiale et le FMI décernent le meilleur prix au Bénin. On retient des colonnes du journal que le prix Global Market 2019 du meilleur gestionnaire de dette souveraine en Afrique subsaharienne a été décerné au Bénin. Cet exploit repose sur les avancées substantielles réalisées depuis 2018 avec d'une part l'obtention d'une notation financière inaugurale B+, plaçant le Bénin parmi les premiers pays d'Afrique subsaharienne et d'autre part le reprofilage de la dette publique via une structure innovante saluée par l'ensemble des observateurs internationaux dont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Cette reconnaissance internationale souligne que le Bénin a su gagner la confiance des investisseurs grâce aux efforts réalisés pour réduire le déficit budgétaire tout en créant les conditions d'une croissance économique forte et durable. Parlons pour finir de la deuxième culture de rente du Bénin. La Nation titre « Commercialisation de la noix d'anacate ». Une nouvelle dynamique loin des fluctuations du marché. La noix d'anacate contribue à 3% du PIB et 8% des recettes d'exportation. Partant, les réformes engagées et la nouvelle dynamique tendent vers l'instauration des marchés autogérés avec pour objectif repousser loin les barrières de la pauvreté en milieu rural. Ce sera tout pour cette revue sur Wikeko. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Gloria Oni, pour avoir parcouru les journaux pour nous. Et sans plus tarder, on installe le plateau décryptage. Et je le disais à l'entame de cette émission, le Bénin, bon élève en matière de facilité des affaires. C'est ce que semble révéler le rapport Doing Business 2020. Hissé à la 153e position dans le précédent rapport, le Bénin a progressé de 4 places. Qu'est-ce qui est à la base de ce bond? Et ce bond suffit-il pour s'applaudir? On en discute avec les confrères que je reçois sur ce plateau. Dios Tchacha, rédacteur en chef du journal Les Pharaons. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Très bien. À côté de vous, je reçois Benoît Wandia, journaliste à Radio Bénin Alafia, un habitué de ce plateau. Bonjour Benoît. Oui, bonjour Ilvaïs. Vous allez bien? Ça va. Alors Benoît, avec ce bond de 4 points que le Bénin vient de réaliser, peut-on dire que les réformes enclenchées pour améliorer l'environnement des affaires et même des investissements portent déjà ses fruits? Bon, comme vous l'avez dit dans votre introduction, je mettrai un peu de bémol pour parler déjà de bons élèves. Oui. On a fait un bond, on a gagné 4 places. Ça ne suffit pas. Ça mérite d'être salué. Oui. Dès qu'il y a un bond dans un classement, surtout dans le bon sens. Oui. Parce que ce classement, ce n'est pas les pays les plus corrompus où nous avons gagné de la place. Donc, dès que vous faites ce genre de bond, ça mérite d'être salué. Maintenant, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux? Oui, pourquoi nous sommes encore aussi loin dans le classement? Parce que nous avons gagné 4 places, mais nous sommes encore 149e. Donc, ceux qui sont premiers, ceux qui sont dans le top 100, qu'est-ce qu'ils ont de plus que le Bénin en matière de gestion? Voilà des questions qu'on peut se poser. Et quel impact concret, ce classement, ce changement de position dans le classement
a sur la vie des Béninois. Voilà des questions qu'on pourrait se poser. Et donc vous êtes plutôt réticent pour le moment, selon vous, il ne faut pas encore applaudir? Non, il ne faut pas applaudir parce que nous avons du boulot. Nous avons du boulot, surtout quand nous jetons un coup d'œil dans les pays limitrophes. Je vais juste donner l'exemple du Togo qui a fait quand même un bond de 39 places. 39 places. Le Bénin, nous n'avons fait qu'un bond de 4 places comparé à 39. Déjà, par rapport au Togo, on peut se dire qu'on a du boulot. On a du boulot. Alors, Dios Tchatcha, 4 points de gagner, cela semble insignifiant selon notre ami Benoît. Êtes-vous d'avis? Oui, je pense que je vais aussi aller dans le même sens. 4 places, en ce qui concerne le dernier rapport, rapport d'une business 2019, 4 places, c'est peu. Ça, il faut le dire. Quand on prend le voisin d'à côté, le Togo, le Nigeria, ils ont maintenu le cap et ils ont fait mieux que le Bénin. C'est dire aussi que le Bénin aussi peut faire mieux. Quand il reste à faire, c'est que rien n'a été fait. Et concernant les réformes, les actions menées par le gouvernement actuel pour faciliter la vie aux investisseurs nationaux et étrangers, je pense que le Bénin pouvait faire mieux. Pouvait faire mieux concrètement, mener plus d'actions, quitte à assurer les investisseurs, à leur permettre de venir investir en toute sécurité. Oui. Cela pourrait quand même être un élan et des conditions favorables pour faire venir les investisseurs. Et ça va permettre d'améliorer le climat des affaires. Exactement. Alors je voudrais aller un peu plus loin sur les points qui ont été évoqués par la Banque mondiale. Selon le rapport, le Bénin aurait amélioré la fiabilité et la transparence de l'administration foncière. Cela voudrait dire que les réformes dans le secteur avec l'Agence nationale des domaines et du foncier, ces réformes-là sont en train de porter leurs fruits au moins. Oui, tout à fait. Je pense que dans les éléments que nous avons suivis tout à l'heure, on a largement parlé du permis d'habiter. Voilà, c'est vrai, ça c'est une réforme palpable sur le terrain. Aujourd'hui, les conditions pour obtenir ce fameux papier, parce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi que le Béninois et le foncier, c'est un autre problème. Donc la facilité que les uns et les autres ont aujourd'hui pour avoir ce papier-là mérite d'être salué. Je pense qu'il y a d'autres points également quand on parle du transfert de propriété, toujours c'est dans ce cadre-là. Et il faut également préciser que quand on parle de doing business, c'est le climat des affaires. C'est comment faciliter ou comment donner confiance à ces hommes d'affaires, à ces investisseurs-là qui veulent vraiment opérer dans le pays. Donc, comme nous l'avons dit, il reste encore beaucoup de choses à faire pour rassurer ces investisseurs. Quand on parle de climat des affaires, on voit création d'entreprises. On sait que dans notre pays, il y a quelques mois, la pièce a révélé des chiffres qui font état de ce que 10 000 entreprises auraient été créées en l'espace de 4 mois. Je veux dire mai, juin, juillet et août. Alors, 10 000 entreprises créées en 4 mois et pourtant le climat des affaires... Oui, est-ce que c'est par rapport au nombre d'entreprises créées qu'il faut mesurer les efforts fournis? Je ne pense pas. Vous et moi, nous savons un peu ce qui se passe par rapport à la politique et les affaires, l'économique. Donc, on peut déjà commencer par dire qu'au Bénin, nous avons déjà un premier effort à faire, c'est totalement dépolitiser tout ce qui est technique. Que l'homme d'affaires soit vraiment homme d'affaires et traité comme tel, comme homme d'affaires, qu'il n'y ait pas d'amalgame entre l'homme d'affaires et le politique. Et donc, ces genres d'amalgame, parfois, dès qu'un ou deux hommes d'affaires sont en difficulté, ça suffit pour agir sur le classement. Donc, ce n'est pas forcément le nombre d'entreprises. Forcément, les gens, ils ont les moyens, ils veulent bien faire fructifier leurs affaires. Donc, même si les conditions étaient difficiles, les gens allaient essayer de créer des entreprises. Donc, ce n'est pas forcément en fait, c'est parce que, selon le rapport, j'ai cru lire que le classement se fait, entre autres, dans les domaines de la création d'entreprises. Oui, entre autres, oui. Entre autres. Alors, donc, je me dis qu'en termes de création d'entreprises, on devrait tout au moins avoir gagné quelques points. Oui, la création d'entreprises.
il faut d'abord voir la volonté des gouvernants de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, il ne suffit pas de créer 10 000 entreprises et mener une communication que je ne dirais pas à outrance autour de ça pour se prévaloir être dans les meilleurs en Afrique. La preuve, le Togo, le Nigeria. Ils n'ont pas fait autant de bouquins. Pourtant, les résultats sont là, les faits parlent d'eux-mêmes. Donc, si le Bénin aussi pouvait se Mais vous n'êtes pas un peu acerbe quand même? Non, pas du tout. Beaucoup de choses, le gouvernement, l'État, la pièce fait beaucoup de choses non, pour améliorer le climat des loin enfants. de moi l'idée de dire que le gouvernement actuel ne fait pas ce qu'il faut, non. Je pense qu'ils sont sur une belle lancée, ils sont dans la bonne dynamique, quitte à poursuivre sur cette lancée. Et aussi, il va falloir aussi, améliorer, créer les entreprises. Ils ont mis en place des conditions, des mesures pour créer même des entreprises en ligne. Et la pièce qui est l'institution chargée de l'opéralisation de cet état de choses devra montrer plus son efficacité sur le terrain. Les jeunes, il va falloir les inciter plus à l'auto-emploi, à l'entrepreneuriat. Je pense que tout cela rentre en ligne de compte dans les indices que les responsables de la Banque mondiale ont pris en compte dans l'élaboration de ce rapport. On a parlé tout à l'heure de l'ANDF qui a permis de la mise en ligne du cadastre. Aujourd'hui, quand on va sur Internet, on peut déjà avoir une idée de comment le Bénin est ficelé. Oui, je pense que ça fait partie des indices qui ont pesé dans la balance et qui ont permis au Bénin, notamment, d'évoluer de 4 places. Ça, il faut le dire. L'Agence nationale du domaine et du foncier est en quelque sorte la cheville ouvrière de la politique gouvernementale en ce qui concerne la sécurisation foncière. Et au risque de me tromper, je puisse dire quand même qu'elle est à l'œuvre et elle est en train de faire ce qu'il faut. D'ailleurs, faut-il le noter, il est maintenant possible d'avoir un titre foncier en 120 jours. Ça, c'est une innovation majeure. Ce qui a, sans aucun doute, pesé dans la balance. Puisque 153e est l'édition précédente et on remonte à la 149e place, ce n'est pas rien. Ça, il faut le souligner. Alors, ce n'est pas rien. L'autre secteur dans lequel le classement se fait, c'est le raccordement à l'électricité. On sait qu'au Bénin, nous avons Maria Greta 2 qui est fonctionnel. Au-delà de Maria Greta 2, on a des compteurs qui sont là. On vise l'électrification à 100%, à un taux de 100% aujourd'hui au Bénin. Oui, je voudrais déjà dire que nous sommes certes critiques par rapport au cadre que nous avons gagné, mais nous ne sommes pas négatifs. Nous ne sommes pas du tout négatifs. C'est dire que, en fait, quand dans le classement, vous avez peut-être gagné 0,5 points quelque part et que votre voisin a gagné 3 points, forcément, dans le classement, il vous devance. C'est déjà ça. Nous n'avons pas régressé. Nous n'avons pas régressé. C'est déjà ça de gagner. Nous avons monté de 4 rangs. Mais nous disons presque en symbiose que nous aurions pu faire plus. Et moi, je reste convaincu, comme vous l'avez évoqué, que le raccordement à l'électricité serait certainement, si les réformes sont poursuivies, un des points clés qui nous feront avancer, peut-être pour le rapport 2021 qui sera publié l'année prochaine. Donc, c'est vrai qu'au niveau du Bénin, il y a plusieurs réformes qui sont en cours et qui peut-être peuvent aboutir d'ici l'année prochaine et qui vont œuvrer à nous faire peut-être gagner peut-être une dizaine de points ou de rangs dans le classement. Donc, on pourrait commencer à applaudir. Moi, peut-être que comparaison n'est pas raison, mais quand je vois que le Togo a pu intégrer le top 100, c'est vrai que c'est le seul pays là qui est dans le top 100 et que je vois que le Togo est à côté de nous, je me dis que nous pouvons intégrer ce top 100 là. Il ne faut pas oublier qu'il y a des réformes. Le Togo était sur une lancée. Nous, on a véritablement démarré des réformes chez nous à partir de 2016, 2017. Mais le Bénin, on a commencé à parler de réformes il y a longtemps. C'est vrai qu'il y a les slogans politiques, mais on a parlé de changement, on a parlé de refondation, on a parlé de rupture. Donc tout ça, normalement, dès qu'on a parlé de changement, c'était une forme de réforme. Il ne faut pas oublier qu'avant qu'on ait la 153e place, on était, je crois bien qu'on avait régressé. Et qu'on augmente petit à petit pour en arriver là. Et donc, c'est pour ça que nous disons que des efforts restent
à fournir. Nous devons poursuivre ces efforts-là. Alors aujourd'hui, et c'est pour ça que je disais que je suis convaincu que l'année prochaine, je ne suis pas très sûr que le Maria Gleta qui vient d'être mise en service, que les compteurs qui viennent d'arriver, je ne suis pas très sûr que ça fasse partie des 4 rangs que nous avons gagnés. Donc, je m'attends logiquement que l'année prochaine, que je puisse trouver des traces de ce raccordement à l'électricité là dans le classement. Voilà. Alors, au-delà même, il y a aujourd'hui la gestion déléguée de la SB2E qui est active depuis le dernier Conseil des ministres. On a un nouveau gestionnaire délégué. Cela pourrait aussi permettre de gagner quelques points là, pour le rapport prochain. Évidemment. Ça pourrait permettre au Bénin de gagner quelques points pour mieux se hisser sur le plan continental. Dès son avènement au pouvoir, l'actuel locataire de la Marina s'est tout de suite fixé des objectifs. L'électricité devrait être le sang qui coule dans les veines de chaque Béninois. Pour cela, il a mis en place certaines réformes, certaines actions, notamment Maria Gleta 2, qu'on a vu inaugurer, et je pense que c'est déjà opérationnel. La gestion déléguée de la SBE accompagne cette politique gouvernementale. La SBE qui était longtemps qui a été pendant longtemps l'enfant malade en ce qui concerne la politique qui permettra de fournir l'électricité un peu partout sur l'étendue du territoire national. Je pense qu'avec la nomination qui a été effective lors du Conseil des ministres passé, on va pouvoir voir l'SBE un peu plus active sur le terrain, accompagner les actions, ne plus être l'enfant malade qui fait régresser en quelque sorte une nation. Et je pense avec toutes les actions, toute l'efficacité que la SBE aura démontré sur le terrain, quitte à satisfaire les besoins, les attentes de nous les consommateurs, Doing Business aussi sûrement, irréversiblement prendra ça en compte. Alors l'autre chose qu'on ne prend pas très souvent en compte, c'est également les efforts que le port de Cotonou fait depuis quelques années ou quelques mois, on va dire. Aujourd'hui, le temps des formalités est drastiquement réduit comparativement au passé. Selon le rapport, il paraît qu'on peut sortir des conteneurs. En tout cas, on est en avance sur certains pays pour la sortie des conteneurs au port de Cotonou. Certainement, ça n'a pas fait partie aussi du... Non, dans les 4 points qui ont été cités comme les secteurs dans lesquels le Bénin a pu progresser, quand je lis l'exécution des contrats, je me dis que certainement les facilités données aux opérateurs par rapport à notre port, la sortie des marchandises et autres, a certainement pesé un peu dans cette balance. C'est toujours des réformes qui restent à peaufiner, à améliorer, à permettre à ce que si c'était peut-être 3 jours, que ça devienne peut-être 2 jours, ou que ça devienne quelques heures, tout est toujours possible pour faire autant que les autres. Tant que le Bénin n'a pas occupé la première place, par exemple, en Afrique, c'est les Mauriciens qui l'ont occupé. Qui l'occupent depuis plusieurs années. Et donc, quand nous avons ces gens de pays qui sont au top et qui arrivent à rester au top, on peut se poser des questions pour dire, mais pourquoi nous restons... Parce que là, si on commence à se réjouir de la 149e place, on ne pourra pas progresser. C'est un peu notre... Mais qu'est-ce qui selon vous, explique le fait que les réformes engagées on va dire que cela ne se traduit pas? C'est-à-dire on ne sent pas ça dans le classement Doing Business, alors qu'il y a beaucoup de réformes qui ont été engagées. Non, les réformes engagées, oui, mais est-ce que ces réformes engagées ont déjà l'impact qu'il faut au niveau de la population ou au niveau peut-être de ces experts-là qui cherchent à voir telle réforme? Est-ce que ça a déjà abouti pour faciliter, puisque c'est, comme on l'a dit, Doing Business, pour faciliter le climat des affaires. Tout à fait. Donc, tout ça me faisait dire tout à l'heure que je suis convaincu que d'ici 1 an, le Bénin va progresser. Le Bénin va progresser. Et il faut effectivement saluer ces réformes-là engagées dans presque tous les secteurs. Et dès que
ceux qui demandent les compteurs seront servis. Je prends juste l'exemple du côté de la SBE, de l'électricité. Dès que ceux qui demandent les compteurs seront servis, dès que les gens vont faire l'effort de nous baisser le prix de coût et de nous kilowattheure, donner le courant électrique de façon permanente. Continue, je pense que c'est déjà des points que nous aurons en plus. Dans d'autres secteurs, même au niveau du foncier, beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore à faire pour faciliter vraiment la tâche à tous ceux qui veulent vraiment acquérir des domaines et avoir tous les papiers à jour. Aujourd'hui, quand vous faites le tour dans nos tribunaux, les affaires domaniales restent encore le point central qui fait converger beaucoup de personnes. Donc, dès que nous allons, avec les réformes, arriver à réduire ces conflits qui naissent de la gestion de ces domaines-là, tout naturellement, nous allons progresser. Je vous donne juste un exemple. En restant toujours dans le foncier, un jour, moi, mon papa, il vit à Lomé, il est venu chez moi. Et le géomètre est arrivé dans le quartier, c'était le branle-bas. Il m'a demandé qu'est-ce qui se passait. J'ai dit, c'est lotissement. Mais il est tombé des nues. Il m'a dit, mais c'est pas loti, comment tu as fait pour acheter? Donc, c'est déjà un exemple pour montrer qu'à Lomé aujourd'hui, si le domaine n'est pas loti, vous ne pouvez pas vendre. Mais le Bénin, on s'installe et puis le lotissement vient, on casse les maisons. Voilà des points en moins pour le Bénin. Juste pour vous donner cet exemple, pour dire que nous avons encore des choses à faire, du chemin à parcourir. Et parlant du chemin qu'on a encore à parcourir, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que le Bénin puisse améliorer son niveau, pour que les réformes puissent toucher le Béninois lambda du coin le plus reculé du Bénin? Oui, mon confrère Chacha a parlé dans sa première intervention de l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Je pense qu'il faut déjà donner plein pouvoir aux techniciens de chaque domaine. Que le technicien reste technicien et qu'il ne mélange pas sa technicité à de la politique. Parce que parfois, les gens se sentent obligés de faire de la politique pour garder leur poste. Et ça joue contre le côté technique. Que les réformes soient menées avec sérénité. Que ceux qui sont mis à la place, qu'il faut, comme nous l'avons dit, puissent avoir toute la confiance également pour conduire à terme ces réformes-là. Et je dis une fois encore que je suis convaincu que si ces réformes-là sont menées dans la sérénité, aboutissent et que les Béninois sentent, parce qu'il faut également ça, que les Béninois sentent l'impact de ces réformes-là, que nous allons encore progresser et ce ne serait pas 4 rangs de plus, mais ce serait plusieurs dizaines de rangs. Nous n'allons pas peut-être vouloir atteindre déjà le top 100, mais nous pouvons quand même faire un pont appréciable, plus appréciable que... Chacha, on peut atteindre le top 100. À défaut d'atteindre le top 100, il faut tutoyer déjà la 120e place. C'est déjà une bonne chose. Moi, ce rapport à ma lecture, puisque j'ai lu ça de fond en comble, j'ai eu un goût un peu amer. C'est du genre, les réformes, les actions menées ne se sont pas... ressenti dans ce rapport. Il faut dire que le rapport a été fait depuis l'année dernière. Ça a été divulgué cette année, mais tout ce qui a été fait durant cette année ne fait pas partie. Je suis d'accord. Et si on doit considérer ça sous cet angle, le prochain rapport 2020, ça risque d'être encore très amer. Parce que n'oubliez pas que le commerce transfrontalier compte dans les indices. Et déjà qu'avec les frontières le problème qu'on a avec, tout à fait. Pèse au ciel, on ne reculera pas encore de 4 places. C'est ce qu'on souhaite d'ailleurs avancer. Les choses qu'il faille rectifier, c'est d'abord maintenir le cap. Parce que n'oublions pas que quand nous menons aussi des efforts, les autres pays de la sous-région ne donnent pas. Tout à fait. Justement. Ils vont même copier sur nous. Ils copient le Bénin et des fois ils font mieux que le Bénin. Donc la première chose, maintenir le cap. Deuxième chose, ne pas confondre vitesse et précipitation. Le régime actuel nous a habitués à faire mieux, à faire les choses dans les règles de l'art. Il ne faudrait pas que la pression politique et la pression environnante puissent impacter la qualité des réformes, la qualité des actions qui sont menées. Donc il faudra que ce gouvernement continue sur cette lancée, ne pas confondre vitesse et précipitation, quitte à hisser le Bénin dans les pays les plus attractif au monde, c'est ce qu'on souhaite. On croise les doigts pour qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup, chers confrères, pour ce décryptage. Dios Chacha, rédacteur en chef du quotidien Les Pharaons, merci d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie. Benoît Wandia, journaliste à Radio Bénin Alafia, merci d'être là. Oui, c'est moi.
Et sans plus tarder, nous ici, on continue avec le dossier de la semaine. Jour de souvenir, mais aussi de recueillement. La Toussaint est également une journée très particulière en raison de son influence indéniable sur l'économie locale. Un véritable business se développe autour de cette célébration unique dans le calendrier liturgique. Nous allons en parler tout à l'heure, mais avant, suivons ce constat fait par Aurélie Sauton. Célébrer le lendemain de la fête de tous les saints, la fête des défunts, est l'occasion par excellence pour les fidèles catholiques d'honorer la mémoire de leurs proches disparus. C'est à travers les prières et méditations ponctuées par la visite du caveau familial et les autres lieux de sépulture. Ainsi, bon nombre de chrétiens affluent en direction des cimetières. Moment de recueillement, mais aussi source potentielle d'opportunités pour les ouvriers et autres commerçants. Ceux-ci développent des activités connexes pour écouler leurs articles ou offrir un service express. Moi, je fais l'entretien. Et puis, positionner les motos, les voitures, c'est moi qui représente à ça. C'est ça. Je vais monter ton maçon carrelage humain. Du fleuriste au vendeur d'objets pieux et de bougies, en passant par les ouvriers, maçons, peintres et carreleurs, chacun y trouve son compte. Quand de tout ça, il y a plus d'affluence que les autres jours et ça nous permet de faire plus de recettes. Le temps de tout ça, vous voyez que les motos viennent et puis on arrange bien ça. Beaucoup s'activent dans les allées des cimetières dans le seul but de satisfaire leurs clients et d'en gagner de nouveaux. Je pense encore trouver les gens maintenant, je cherche encore les gens qui vont venir arranger ça. Je veux les gens qui venir ici arranger et venir faire les plaques aussi. On note aussi la présence des entreprises prestataires de services, commis pour la plupart par la mairie, pour accomplir des tâches de salubrité et de rénovation dans les cimetières. Notre intervention consiste à sacler, à désherber et à batigeonner les clôtures. Sur la question de la rentabilité des diverses activités menées à l'occasion, les avis divergent. Ça marche bien, ça marche bien, ça marche bien. Je trouve l'argent, je ne manque pas l'argent. J'ai acheté terrain, bien, construit. L'activité est rentable s'il y a beaucoup de clients. Si nous vendons bien, bon, c'est pas mal. Mais si nous ne vendons pas, c'est dedans qu'il faut aussi faire ses besoins, tout ça, c'est des problèmes. Même si beaucoup se plaignent de la baisse des recettes due à la situation de morosité économique, tous s'accordent pour reconnaître que la fête des défunts rime avec des moments de bonnes affaires qui, comme l'organisation des funérailles, a sans doute un impact sur l'économie. Et voilà le décor ainsi planté. Notre invité, Dr Aimé Chefa, va nous aider à mieux comprendre ce qui explique donc la résurgence d'activités économiques à l'occasion de cette fête. Bonjour, Monsieur Chefa. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, Merci merci. de nous honorer de votre présence. Merci. À côté de moi, il est toujours présent, Patrick Adiagbodjou, pour conduire cet entretien. Bonjour, Patrick. Bonjour, Ulvaïus Balogun. Alors, on a pu le constater dans le reportage, la Toussaint se révèle être une fête qui booste l'activité économique. Effectivement, Ulvaïus Balogun, la Toussaint n'est pas qu'une fête catholique pour célébrer tous les saints. La Toussaint est également une journée très particulière, une journée de business dans les cimetières. On est tenté de dire, Monsieur Aimé Chefa, rebonjour. Bonjour. Est-ce qu'il existe vraiment au Bénin des opportunités d'affaires tous les 1er novembre? Merci. En fait, la question telle que vous la soulevez est une petite partie, la plus petite, de ce que nous appelons en anthropologie, et en anthropologie de la mort et en thanatologie, le marché funèbre. Je ne vous parle pas de marché lugubre ou de marché mortifère, mais je vous parle de marché funèbre, qu'il faut entendre comme l'ensemble des opérations mercantiles, vente et achat, de tout produit ou service en lien avec les cérémonies de deuil, d'inhumation, d'incinération ou de disparition d'un être humain cher à nous. En fait, cela me ramène à un sujet de baccalauréat 99 en philosophie. Le culte que nous vouons aux morts, est-ce illusion ou humanité?
Et en répondant à cette question, il faut préciser que l'être humain, au regard de son caractère spécifique, c'est-à-dire représentant de Dieu sur terre, ne peut être inhumé n'importe comment. Il peut être inhumé, il peut être incinéré, mais c'est toujours, disons, dans une enveloppe socio-culturelle, socio-anthropologique, qui fait que celui qui doit faire ce dernier voyage, qu'un ensemble de cultes lui soit voué sous forme de cérémonie pour le connecter avec l'au-delà. Là, c'est pas une blague, il y a une façon de le faire. On ne peut pas enterrer un être humain comme un chien. On dit, tel qu'on vous enterre, cela participe au repos de votre âme. Et les corps qui n'ont pas été bien enterrés, ces âmes-là ne se reposent pas. Elles errent dans la nature. Et Debleu parle de l'errance des âmes ou de la divagation des âmes. Donc, comprenons bien tout cela pour comprendre en fait le fondement de la fête de tous les saints, supposant que tous ceux qui sont morts sont systématiquement des saints. Alors, une journée sur les 365, pour penser à eux, quelque part, c'est logique. Maintenant, comment cela se manifeste? Et l'aspect financier et mercantile, ou si vous voulez, commercial, autour de cela, et comment l'argent est compris, dépensé. Donc, dans cette dimension funèbre, c'est ça qui vous intéresse. Mais je fais une dernière précision pour être encore plus précis, puisque c'est ça, la science, et notamment les sciences sociales. D'abord, c'est une affaire de région, de culture, de religion. Tout à fait. Au Bénin, on n'enterre pas au sud comme au nord ou comme au centre. En islam, on n'enterre pas comme dans le judaïsme ou comme dans le christianisme. D'accord? Dans tous les cas, quelle qu'en soit la culture ou la religion considérée, le marché mercantile se répartit comme suit. La phase avant l'inhumation, c'est là où vous avez les dépenses qui sont les plus corsées, 60%. Pendant l'inhumation, 30%. Et pour ce qui vous intéresse, après l'inhumation, essentiellement Toussaint ou semblant de Toussaint pour ceux qui ne sont pas musulmans, 10%. Donc nous ne parlerons que de 10% des besoins du marché mercantile. Entendons-nous sur cela d'abord. Mais 10%, ce n'est pas insignifiant. 10%, pas du tout. C'est beaucoup. Non, pas du tout. Je n'apprécie pas encore ou je n'évalue pas encore. Ensemble, nous le ferons. Mais c'est pour vous dire, par exemple, avant l'inhumation, dans des cultures au Bénin ici, lorsque l'un de vos parents arrivait à passer de vie à trépas, au regard de votre statut social, de votre rang social, vous devez aller le déposer d'abord à la morgue. Fini de bâtir votre maison. Choisis 4 à 3 tissus. Tout ça, c'est avant l'inhumation, ça. D'accord? Vous voyez, c'est pour ça que c'est la part la plus grosse. Et maintenant, pendant la cérémonie même, tout ce qui doit être dépensé, et puis après, quand l'intéressé est inhumé, c'est fini. Une fois là, vous allez solliciter une prière ou une messe pour le repos de son âme. Et si vous en avez le temps, vous venez, s'il est enterré, bien entendu, dans un cimetière, venir pour parler de Toussaint entretenu. Bon, donc, c'est pour ça que ça fait seulement 10% de la part du marché mercantile. Et quand on prend ces 10%, quels sont les secteurs d'activité commerciale qui connaissent un boom de leur chiffre d'affaires, notamment les 1er novembre? D'accord. Les 1er novembre, ça s'organise, hein. Si mes souvenirs sont bons, il y a même des ONG au Bénin. J'en connais 2 ou 3 qui s'en occupent, qui organisent un peu. Et que cela ne vous étonne pas si je vous dis que, par exemple, Monseigneur Isidore de Souza avait entrepris quelque chose. Dans ce sens? Dans ce sens. Faire en sorte que l'hommage aux disparus, les cérémonies pour le repos de leurs âmes soient bien organisées, conformément aux prescriptions de l'Église catholique, puisque dans le même temps, il y a des religions qui disent que le lien entre les morts et les vivants, cette intercession est fille. Par contre, il y a même des religions où on vous parle de baptême pour les morts. On baptise les vivants pour les morts. Au-delà des 2 ONG dont vous parlez, avec l'initiative de Monseigneur Cardinal Isidore de Souza, c'est bien sûr. Non, pas cardinal. Non, Monseigneur Isidore de Souza. Quels sont les autres secteurs qui bougent? Il y en a. D'abord, vous avez l'organisation des acteurs, d'accord, autour de la commémoration de Toussaint. Vous avez les fleuristes, d'accord, vous les avez, ils sont là.
Vous avez les peintres, vous avez les maçons, vous avez les carolins, bref, vous avez les ouvriers. Oui. Vous avez les guides, parce que les cimetières sont vastes, oui. pour la plupart. Vous ne venez pas tous les jours, vous allez vous perdre certainement. Oui. Donc vous avez des guides. Vous avez ceux qui assurent, je vais dire, la liaison pranique. Vous êtes venu sur la tombe de votre père il y a peut-être 20 ans. Il y a des gens qui vous offrent leur service, conduisent des prières, ce jour-là, avec de l'eau bénite, de la bougie, des encens, tout ce qu'il faut. Dire une prière, la conduire, vous la direz, eux, ils la conduiront, pour que votre Père vous entende et s'assure que vous êtes venu. Et ça se fait ici? Ça se fait ici. Il y a ces gens ici. Ah ouais. Il y en a. Plusieurs étudiants ont fait leurs travaux sur ce sujet. Le tout dernier en date de 2017 pour son sujet de maîtrise. Et il a fait avec brio. Et c'est à cette occasion, quand je l'accompagnais, que moi-même j'ai eu l'opportunité de découvrir, disons, le marché funèbre autour de l'animation de la commémoration de chaque 1er novembre, fête de tous les saints. Et dites-nous, Ulvaeus, et ces personnes qui se proposent de vous aider dans la prière, ou ces personnes qui conduisent ces prières, est-ce que c'est moyennant une somme, une rémunération? Bien entendu. Bien entendu. Le sociologue a un C'est un service. C'est un Cela service. se négocie. Cela se négocie comme un marché? Oui, cela se négocie comme un marché. Ah, écoutez, vous êtes catholique. Bon, ben, j'en suis un aussi. Je vous aide à dire une belle prière pour votre Père, parce qu'il y a des prières pour les morts, des prières spécifiques, des psaumes à leur endroit, des parties de la Bible que vous ne maîtrisez forcément pas. Tout à fait. Alors, vous négociez du prix. Alors, ça n'a pas de prix, puisque Monsieur Yaya, par rapport à la relation qu'il développe à son père qu'il a mis là depuis 20 ans, n'est plus venu, parce que vivant peut-être aux États-Unis, est venu pour l'occasion, serait prêt à débourser 200 000 francs. D'accord? Madame X, ayant l'habitude de venir, ne remettra que 5 000 francs. Donc ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Tout va, puisque là, nous sommes dans un environnement de charge émotionnelle. Et à partir de ce moment, en fonction de l'émotion de tout un chacun, où il n'y a plus d'objectivité, mais purement de subjectivité, chacun paye en fonction de sa bourse et donc de ses émotions. Mais les autres activités qu'il y a autour, notamment les peintres, les maçons, très souvent ils fixent leur prix, 100 francs, 200 francs pour nettoyer la tombe. Il y a ceux qui font même le désherbage. Ah non, attention, le désherbage seul est entre 500 et 1000 francs. La peinture, notamment de la chaux, en fonction de la qualité que vous souhaiteriez avoir et en fonction de la couleur, notamment la couleur blanche, qui est chère pour ce jour-là, varie entre 2500 francs et 5000 francs. Maintenant, si vous voulez carrément caroler ou reprendre les carreaux qui étaient déjà là, et que de plus en plus aujourd'hui, les gens ont la culture du marbre également, où la tonne nous fait 68 000 francs, d'accord, et que peut-être pour vos travaux, vous en aurez besoin d'une ou de deux, plus ce que vous allez payer au poseur, parce que celui qui pose une tonne de marbre, par exemple, est à 18 000, entre 18 et 20 000 francs. Ça dépend. C'est bon, ça. Mais vous pouvez aussi acheter des carreaux, venir les poser directement. Le poseur aussi va vous prendre autour de 20 000 francs. Mais c'est un business. Carrément. C'est un bon business. Carrément. Bon, c'est un business, mais véritablement occasionnel. C'est un business qui ne dure pas sur plus de 7 jours. Mais une fois l'an, 3 jours pour préparer. 1er novembre, même 4e jour, et 3 jours après 1er novembre pour nettoyer un peu les lieux, puis refaire tout. Donc, alors, avec un budget pour quelqu'un qui va au cimetière, qui a un budget de 10 000 francs, c'est suffisant pour... Quel qu'en soit votre budget, vous aurez des services. Mais en fonction de votre bourse, vous aurez des services en lien avec la consistance de votre bourse. Donc, il y a une corrélation entre votre bourse et la qualité des services à vous rendus. Est-ce qu'en qualité de socio-anthropologue que vous êtes, est-ce que ces services économiques nourrissent ceux et celles qui s'adonnent à cette activité? Nourrir, non.
Parce que ce qui vous nourrit, en fait, c'est une occupation profonde et sérieuse qui doit pouvoir vous nourrir sur 365 jours et aussi pour toute votre durée active. D'accord? Donc, comme profession, je dis le journalisme vous nourrit. D'accord? L'animation des cérémonies en tant que MC vous nourrit. Ça veut dire que vous faites essentiellement cela qui constitue la plus grosse part de vos revenus. Ici, ce sont des activités seulement sur une seule journée. Ça ne nourrit pas, mais ça permet d'obtenir quelque chose durant la période. Est-ce que ce que ces personnes obtiennent, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est important? Ça dépend. Mais je peux vous dire que ceux qui obtiennent le moins sont ceux qui lavent et nettoient les tombes, entre 500 francs et 1000 francs. Ceux qui obtiennent le plus sont les vendeurs de carreaux et de marbre. Il faut les voir aussi, je n'exagère pas en disant que La Roche, par exemple, puisque à l'approche de cette période, La Roche vend plus de carreaux. D'accord? Et vous voyez, je vous ai déjà dit, plus les vendeurs de marbre. Maintenant, les maçons, les peintres, immédiatement qui suivent les vendeurs de carreaux, parce que lorsque vous achetez des carreaux ou du marbre, vous voulez en faire quelque chose. Alors vous aurez besoin des spécialistes. Eux, ils sont autour de 20 000 francs par tombe. S'ils arrivent dans la période à traiter 5 tombes, ça fait par exemple 100 000 francs. C'est quelque chose pour cette période-là. Est-ce que nous avons au Bénin des données statistiques pour quantifier ou évaluer les recettes engrangées tous les 1er novembre? Non, des données statistiques formelles, bien codifiées, je ne crois pas. Mais toute personne s'intéressant au sujet peut aller faire une collecte de données. Vos étudiants ne se sont pas intéressés à cette question pour voir un peu ce que ça peut engendrer? Non, sur l'économie, non, attention, parce que c'est un indicateur lourd à renseigner. Ça nécessite plus d'enquête. Il faut pouvoir arriver réellement à cerner tous les acteurs et réussir à bien échantillonner. Ils ne l'ont pas fait. Mais ils ont dit, pour les acteurs intervenants dans cette activité, le revenu moyen a été calculé par les étudiants. Et c'est ce que je vous disais. OK. Et ça qui est 10%? Non, 10% en fonction. Le revenu moyen, je dis ceux qui gagnent le moins sont ceux qui nettoient les tombes. Et ceux qui gagnent le plus sont les ouvriers actifs, tels que les maçons et les poseurs de carreaux, les peintres. Et si les mairies doivent décider de structurer le business qui s'anime autour de la Toussaint, est-ce que vous pensez que ces recettes vont booster l'économie locale de ces communes? Bon, les mairies, en fait, selon la loi, d'accord, sur la décentralisation, peuvent avoir ce qu'on appelle TDL, taxe de développement local. Mais il y a une loi, bien entendu, qui encadre tout cela. Vous n'allez pas inventer les taxes que vous voulez, les collecter comme vous voulez. Il y a des maires ou des CA qui ont été en prison pour ça. Vous en savez quelque chose. Alors, si les mairies trouvent que c'est une activité peut-être rentable, ou qui peut-être dégrade l'environnement, ou qui peut-être mobilise trop d'acteurs et crée un certain nombre de dégâts, la mairie peut, par la procédure imposée par la loi, d'accord, arriver à taxer cette activité pour pouvoir amortir les dégâts, ou alors pour pouvoir amener les acteurs exercés dans le secteur à contribuer au développement local. C'est possible. Mais est-ce que nous en sommes là? Je ne sais pas. Ou que si nous en sommes là, alors ça ne peut être que dans nos grandes villes. Cotonou, Porto-Novo, Parakou. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers là? Oh, ça, je ne sais pas. Honnêtement, parce que... Oui, en tant que sociologue. En fait, ce que vous dites relève du cadre urbain. D'accord? Quand vous allez dans les villages, dans nombre de nos villages, on ne continue pas à inhumer nos parents à la maison. D'accord? Et il y a tout un intérêt à inhumer les parents à la maison. La thanatologie nous l'a démontré. Il y a des cultures au sein desquelles où c'est peut-être tous les vendredis qu'on fait un culte aux morts. Lorsque j'ai un examen, je fais un culte aux morts. Lorsque j'ai déposé un dossier au PNUD pour un recrutement, je vais faire un culte aux morts. Bien entendu, c'est leur culte. Monsieur Tchifa, c'est pour ça qu'ils n'inhument pas au cimetière, mais à la maison. Je dis, là, nous sommes dans les milieux ruraux. Le phénomène que
vous décriviez si bien et qui vous intéresse, en fait, est un phénomène urbain. Ben, très bien. Une dernière question pour finir notre entretien. Est-ce que les activités économiques qui se mènent dans les cimetières ne dénaturent pas ou ne trahissent pas le sens originel de la Toussaint en elle-même? En quelques mots. Il n'y a rien à faire. La Toussaint, comme tous les faits que nous connaissons, qui animent notre société, tous les actes, doivent être dynamiques. Tel que la Toussaint fêtée en 1900, ce n'est pas comme cela que nous la fêtons aujourd'hui. Et tel que nous la fêtons aujourd'hui, ce n'est pas comme cela qu'elle sera fêtée en 2050. Ça, ce n'est que le fait de la dynamique. Chacun le fera avec les réalités de son époque. Alors, que d'aucuns y mettent trop d'argent ou que d'aucuns n'y mettent pas, là n'est pas le problème. Mais c'est le rapport que nous entretenons avec nos morts. Si c'est un rapport de sincérité et de vérité, pour ne pas entièrement les oublier, puisque quoi que l'on dise, nous émanons de quelqu'un et de quelque part. Savoir entretenir cette relation par-dessus tout, à mon avis, est très important. Quoique chacun sur la question aura sa question et aura son appréciation et son point de vue. Merci Uvaïs Balogou, merci Monsieur Aimé Tchefa, chers téléspectateurs. Ce que je retiens de cet entretien pour le 1er novembre, si vous y mettez beaucoup de sous ou pas, cela n'engage que vous, mais ça dépend du rapport que vous entretenez avec votre parent défunt. Merci à vous, Patrick Adjabodjou, pour ce résumé de tout ce que notre socio-anthropologue nous a dit. Docteur Aimé Tchefa, merci pour vos éclairages. Merci. Eh bien, c'est tout pour Week-Echo de ce dimanche. Vous pouvez nous suivre en replay sur YouTube, la chaîne YouTube de l'ERTV. Pour l'instant, je vous dis à dimanche prochain.